Eh bien donc bonjour et bienvenue à cette rencontre autour de la bande dessinée. Dans les coulisses de la bande dessinée, c'est le nom qui a été donné à ces trois quarts d'heure que nous allons passer en compagnie de Serge Letendre, de Neyef et de Zanzim. Avec vous, nous allons un peu entrer dans l'atelier ou la boîte noire de la bande dessinée pour explorer la manière dont vous imaginez et réalisez une bande dessinée et comment celle-ci a pu évoluer pour vous dans le temps, au fil de vos albums, au fil aussi de vos collaborations, de vos envies et des hasards de la vie. Serge Letendre, vous êtes scénariste, auteur de plusieurs séries comme Pour l'amour de l'art, China Mine, le projet Bleiberg, qui est l'adaptation des romans d'Urénée et David Cara, ou encore de La quête de l'oiseau du temps. Et pour certaines d'entre elles et d'autres encore, vous avez constitué un équipage peu banal, puisque souvent l'auteur est seul, souvent il est accompagné, quand on est scénariste, par un dessinateur, éventuellement une troisième personne qui va assurer les couleurs. Et vous, une partie de vos albums, eh bien, vous y rajoutez un deuxième scénariste. Vous nous expliquerez pourquoi cela et qu'est-ce que cela change. Et c'est notamment ce que vous avez fait avec La quête de l'oiseau du temps. Au début, vous étiez au scénario et Régis Soisel était au dessin. Et puis, vous avez décidé d'aller remonter un petit peu le temps de cette aventure. Et Régis vous a rejoint au scénario et vous avez éprouvé, expérimenté, sollicité plusieurs dessinateurs qui se sont succédés au fil des albums jusqu'à celui-ci, le huitième et dernier du cycle, avant La quête, qui est ici donc co-scénarisé, comme je l'ai dit, par Régis Soisel et dessiné par Vincent Mali aux éditions d'Argo. Si le cycle originel a un peu plus de 40 ans, eh bien, on a vu aussi vieillir, évoluer votre héros, le Bragonde, jeune paysan à chevalier, guerrier aguerri, qui, dans l'histoire originelle, partait, comme son titre l'indique, en quête d'un oiseau du temps, parce que pour contrer un dieu maudit, il fallait trouver un sortilège qui nécessitait une incantation longue, très très longue, et valait mieux réussir à bloquer, à arrêter le temps pour aller jusqu'au bout. Et là, voilà, dans cette autre série, donc vous nous racontez comment ce jeune homme devient celui que l'on a connu il y a longtemps. Enfin, cet album est paru, Serge Letendre, ou est-ce que c'est avec une nostalgie que vous refermez un cycle, même si il est annoncé, je ne sais pas si c'est encore le cas, qu'il y aura un troisième cycle plus court pour nous raconter les aventures de ces personnages après. Je vous propose de prendre un micro pour nous répondre. Parce que ce personnage, il vous a quand même accompagné toute votre vie d'auteur, hein, Oui, quasiment. bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être là. Je vous demande votre indulgence parce que une chose que vous ne savez pas, c'est que les auteurs de bande dessinée, ils travaillent tout seuls dans leur coin. Les seules rencontres qu'ils ont, c'est parfois avec leurs conjoints, conjointes, quelques libraires. Et là, tout d'un coup, nous sommes submergés par plein de lecteurs et lectrices. Donc, nous réclamons votre indulgence si parfois nos paroles vous semblent confuses. C'est que nous n'avons pas l'habitude de parler en public. Bref. C'est déjà pas mal comme introduction. Hein, ouais. Bon, La quête de l'oiseau du temps, parce que c'est un peu de ça le sujet. Merci pour ce résumé, parce qu'il était parfait. J'aurais pas fait mieux. C'est une histoire, effectivement, qui a une origine un peu particulière, et on verra ça peut-être tout à l'heure dans les images qui seront présentées. Il y a plus de 40 ans, quasiment, avec Régis, on a lancé cette idée d'une quête. À l'inverse de ce qui se présentait dans l'heroic fantasy, genre les codes américains, c'est-à-dire avec un héros musclé de partout, Conan le barbare pour faire un exemple, et debout avec une hache ensanglantée sur un monceau de cadavres avec une créature plutôt pulpeuse accrochée à sa cuisse. Nous, on s'est dit non, c'est pas possible de faire ça. Les années passant, on s'est rendu compte qu'on a eu raison. Et puis, du coup, on a pris un personnage qui était à l'inverse, c'est-à-dire un vieux chevalier à la retraite et qui avait du passé.
Bon, je ne rentre pas dans les détails de la quête de l'oiseau du temps parce que sinon il y en a pour une demi-heure et et ça serait, dommage pour mes collègues. On s'est fait réellement plaisir, on a découvert, cet univers, on l'a parfois il nous a surpris parce qu'on ne s'attendait pas à tout ce qui allait se passer. Ce qui a été le plus important pour nous, ce n'est pas l'univers de l'heroic fantasy. Je ne connais rien en heroic fantasy, quasiment, très peu de choses, un peu comme tout le monde, vous en connaissez certainement plus que moi. Ce qui était important, c'était ce qui se passe entre les personnages. Et c'est le fil conducteur de tous les récits, enfin j'essaye de le faire, c'est que quel que soit le décor, quel que soit le paysage, quelle que soit l'époque, s'il n'y a pas de relation forte entre les personnages, qui sont parfois chargés ou en devenir, il n'y a pas d'histoire qui me fasse vibrer. Et c'est cette vibration qu'on essaye de faire partager au lecteur. Parfois on y arrive, c'est la quête de l'oiseau du temps, on a eu des retours comment dire, sensibles. Parfois, on se trompe, tout n'est jamais gagné, il n'y a pas de formule magique. Donc, en ce qui concerne la nostalgie, ou en tout cas ce qui ressemble à ça, c'est qu'avec Régis, effectivement, on a une longue histoire. Ce n'est pas une histoire simplement professionnelle, c'est une histoire d'amitié. Lorsqu'on s'est retrouvés, qu'après quelques années, après avoir terminé la quête, on s'est dit, est-ce qu'on est capable de renchérir en racontant les jeunes années de ce Bragon qui est le héros, vieillissant, misogyne, misanthrope, finalement pas très sympathique. On va raconter son histoire depuis ses jeunes années quand il était un jeune couillon, excusez-moi l'expression, et qu'il avait tout à découvrir. Donc là, nous-mêmes, on a tout découvert. Et l'important, en tout cas, dans ce récit, c'était, pour Régis et pour moi, de retrouver ce qui faisait notre chant lyrique de ce qui nous rassemblait dans cette histoire. Donc, au départ, on ne savait pas qu'on allait faire 8 albums. On en a fait 8. Au départ, ça devait être 4 pour 4. la première série, 8 Et pour la voilà. seconde. Et donc c'est pas une avant-première, mais presque. On va raconter aussi la fin jusqu'à la mort de ce type, le chevalier Bragon, parce qu'on est toujours dans l'émotion dans ce genre d'histoire. La relation de Bragon avec celle qu'il espère ou qu'il suppose être sa fille, la relation de Bragon avec celle qu'il aime et qui va quelque part le décevoir, la relation de Bragon avec d'autres personnages. Et à chaque fois, c'est un peu le cœur serré qu'on aborde cette histoire. Et les dialogues sont évidemment très importants dans vos albums. Vous l'avez dit, comme c'est une histoire de relation, on peut se donner des coups, on peut s'embrasser, mais se parler, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Zanzim, vous êtes un dessinateur devenu scénariste, si je puis vous présenter ainsi. Vous avez principalement travaillé avec Hubert, qui signait bon nombre de scénarios de vos histoires depuis le premier diptyque qui s'appelait Les Yeux Verts, et après des albums comme Podum, dont vous étiez venu d'ailleurs ici, en témoignent les 2 photos qui illustrent votre page Wikipédia, qui sont prises dans cette salle même. Ah oui, d'accord. Okay. Eh oui, je suis allé voir ce matin pour m'en assurer. Vous avez récemment fait paraître cet album aux éditions Glénat, Grand Petit Homme, un album dont vous signez le scénario et le dessin, parce que ce n'est pas une première pour vous, puisque vous l'aviez déjà fait sur L'Île aux femmes, mais ici, voilà, c'est aussi une manière un peu différente, parce qu'Hubert n'étant plus là, il vous a fallu aussi vous interroger sur quelles étaient vos possibilités, et vous y racontez, comme son titre l'indique, les aventures d'un petit homme souffrant d'une grande timidité au contact des femmes. Alors c'est un homme qui est assez particulier parce qu'il est fétichiste des pieds, et il en a fait son métier en travaillant dans un magasin de chaussures pour dames. Il est tellement timide qu'on l'a envoyé dans les réserves, dans le sous-sol, et un jour, une chaussure qui a quelques pouvoirs. Déjà, cet homme qui n'était pas très grand en a fait un minuscule homme, et ce qui va lui permettre de passer encore plus inaperçu, mais d'entrer aussi dans l'intimité de quelques femmes, et vraiment dans l'intimité la plus absolue de quelques femmes. Et c'est un fantasme que vous avez mis en scène et en image ici, voire une perversion. Disons que je voulais faire en sorte que ce personnage, donc, dans l'idée où il va grandir, il soit aussi petit dans sa tête, dans sa manière de voir les femmes. Et donc, c'était quelque chose que j'avais déjà un peu travaillé dans L'Île aux femmes. Et donc, c'est un personnage qui va évoluer, qui va peut-être ne plus regarder les femmes autrement, et justement pas les juger uniquement sur leur physique. Et justement, il va découvrir l'amour auprès d'une femme qui
elle l'a bien remarqué, mais lui, voilà, il a rien vu. Et en fait, il va grandir avec cette petite taille en réalisant de hauts faits, en faisant de belles choses pour devenir un grand homme. Et en même temps, c'est un album qui prolonge, je l'avais dit, L'île aux femmes, mais en fait, qui prolonge l'ensemble de votre bibliographie. Il est question du regard, il est question du corps, encore dans cet album. Oui, c'est Il y a ça. une obsession chez vous. Ouais. Ouais, c'est toujours l'obsession aussi, bah, de la différence. Donc c'est vrai que quand on a collaboré avec Hubert, on a tous les deux déteint l'un sur l'autre. Il m'a apporté énormément de choses et moi aussi. Et même maintenant, en fait, il est encore toujours un peu sur le coin de mon épaule en me disant «Oh, j'aurais pas fait ça comme ça» ou «Tu devrais faire ci», voilà. Et cette sensibilité-là, donc elle a transpiré. Et donc du coup, ben, maintenant, c'est vrai que tous les trucs autour de la différence autour du corps, le fait, bah, qu'il soit petit, qu'il soit jugé, comme un moins que rien, aussi lui, sa perception qui est un peu, difforme et tout ça. Et puis que finalement, ce qui sauve tout ça, c'est l'amour. Bah, ça, c'est quelque chose qui est en effet récurrent dans la plupart, des albums, quoi. On va avoir aussi l'occasion d'y revenir, mais je voudrais présenter notre troisième invité qui est Neyef. Vous avez débuté dans des fanzines et des magazines avant de dessiner des séries comme Bayou Bastardise ou encore Moutafoukaz, la première sur un scénario de Armand Brad pour raconter le sud des États-Unis, la seconde avec Rune au scénario, une autre histoire américaine. Alors vous avez décidé de ne pas quitter les États-Unis pour l'album que vous signez seul en 2022 dans le label 619 des éditions Rue de Sèvres. Oka E, c'est son titre. Oka E est le cri de guerre des Lakota. Vous y racontez un Amérindien à qui n'ont pas été transmis ses racines en raison de l'extermination de son peuple et puis également de l'acculturation par les pensionnats catholiques. Si vous étiez hier avec nous pour la rencontre Franck Tilliez et Yann Manouk, il en a été question pour le Canada, mais c'était aussi vrai pour les États-Unis. Et cet homme, Georges, qui est un Lakota, il va se retrouver embarqué un peu de force par un Amérindien qui lui cherche le meurtrier de sa mère. Et dans cette quête, d'ailleurs, hein, cette autre quête, c'est aussi la transmission de son histoire qu'il va découvrir, qui va se faire entre ces deux hommes. Pourquoi cet intérêt pour vous, pour les États-Unis, pour finalement y fixer vos histoires, même si ce ne sont pas du tout les mêmes États-Unis, les mêmes époques que vous racontez d'un album à l'autre, d'une série à l'autre? Je me suis jamais posé la question, en fait. Ouais. Donc, c'est très difficile de répondre. Disons que les États-Unis, c'est un grand territoire qui permet aussi de raconter des histoires que je ne pourrais pas situer ça en France. Il y a vraiment des territoires où l'État n'intervient pas, quoi. Comme dans Bayou Bastardis, par exemple, où c'est un territoire de laisser pour compte, où chacun s'arrange, où c'est la loi du plus fort. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans les États-Unis, au final, c'est plus leur contre-culture que leur culture légitime. Donc, c'est plus vers ça que je vais. Et puis, au final, c'est des thèmes aussi que j'aborde assez universels qui peuvent aussi parler à chacun d'entre nous, quoi. Thème universel, vous l'avez dit, mais pour cet album, il vous est aussi très personnel sur les questions des différentes identités que l'on peut avoir, vous qui avez la France et le Vietnam dans votre histoire. Est-ce l'une des raisons qui vous a conduit à le réaliser seul, cet album? Je pense, oui, mais plus de manière inconsciente. Généralement, je me rends compte après avoir écrit l'histoire, ce que j'ai pu mettre de moi et de mon histoire personnelle dedans, en fait. Et oui, l'histoire de Georges, c'est quelque chose dont je me retrouve parfaitement dedans, surtout après la mort de ma grand-mère vietnamienne. Je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que le Vietnam était aussi important alors que je parle pas vietnamien, j'y ai jamais vécu, j'ai pas une tête de Vietnamien non plus, et pourtant je me sens vraiment attaché à ce pays. Donc ouais. Seul ou avec qui collaborer? Comment ces questions-là, elles se sont à chaque fois posées pour différents albums? C'est une question aussi que je vais ouvrir à Zanzim et à Serge Tendre ensuite. Comment se compose un équipage finalement? Moi, j'ai toujours travaillé avec des amis en fait. Donc pour Puta Madre, c'était Run qui m'a proposé. Donc en fait, j'adore son univers. On a
des similitudes aussi dans notre travail, donc c'était assez facile et assez évident de dire oui. Puis pour Armand, c'est un ami qui, lui, écrit des nouvelles surtout et des chansons. Et j'ai toujours aimé son style d'écriture. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de travailler tous les deux, quoi. Oui, ça, c'est-à-dire que l'amitié fait beaucoup, mais n'est pas forcément suffisant. Il faut aussi avoir des goûts esthétiques Oui, voilà, compatibles. des références et puis des valeurs aussi, je trouve surtout. On partage les mêmes valeurs, quoi. Zanzim, il y avait de ça aussi dans l'histoire avec Hubert, parce qu'il y a eu un compagnonnage. Je crois qu'à part, à part vos albums seuls, il n'y a qu'une série où vous étiez accompagné par un autre Hubert, par deux autres Hubert, Ouais. Fred Duval et puis un petit, comment il s'appelle déjà? Molière. Oui, c'est C'est ça. ça. Oui, un Voilà. petit Molière. Ouais. Petit Molière, vous avez adapté Tartuffe. Non, bon, avec Hubert, on s'est rencontrés, on nous a fait nous rencontrer aux Beaux-Arts par l'intermédiaire de Johan, le dessinateur de Spirou, entre autres. Et du coup, c'était un peu une sorte de mariage forcé, parce que moi, j'avais pas d'histoire à raconter, et lui, il avait plein de choses à dire. Et puis c'est vrai que lui était d'un univers gothique, et moi, plutôt jeunesse. Puis ça fait une espèce de mariage. Et en fait, au fur et à mesure des années, on a appris à se connaître, on a eu des choses, on s'est appris, enfin on s'est découvert des choses en commun et on est devenus amis. On a fait beaucoup de soirées déguisées et au fur et à mesure, on a affiné en fait notre savoir-faire. Et c'est peut-être pour ça que arrivé à Peau d'homme, ce livre qui a beaucoup marché, c'était pour nous une sorte de maturité. On est arrivé, moi je faisais dans mon dessin quelque chose de plus simple, de plus épuré. J'avais pas besoin de me cacher derrière des petits traits ou de la peinture. Et puis Hubert, qui était extrêmement bavard, hein, du coup, là, il avait affiné et il était un peu plus direct. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis après, par force des choses, évidemment, heureusement que j'avais fait une histoire tout seul avant, que j'avais voulu me prouver à moi-même que je pouvais faire ma propre histoire, sinon ça aurait été encore plus déchirant. Et le fait de travailler tout seul, c'est bien aussi parce qu'on est son propre patron, je dirais. Genre Donc, vous étiez habitué au ping-pong? Non, enfin, il y avait oui, il y avait un jeu de ping-pong ping-pong, avec Hubert. Mais genre, quand il te dit tiens, tu pourrais me dessiner une cathédrale en contre-plongée, je n'ai pas forcément envie de ça, quoi. Mais des fois, c'est important parce que c'est important de bien poser le décor. Donc, des fois, il faut se forcer un petit peu quand on est tout seul. On va un petit peu s'attarder un peu sur ses personnages en gros plan et tout ça, mais on oublie de donner du champ aussi. Donc, mais voilà, le fait d'être libre et de devoir directement s'exprimer avec le dessin et l'histoire, c'est quand même quelque chose qui est assez chouette. Ce qui est un peu dommage, par contre, c'est que, par exemple, pour Grand Petit Homme, j'ai écrit toute l'histoire avant. J'ai vraiment scénarisé sans m'autoriser aucun dessin. Et par contre, après, quand je dois l'adapter, quand je dois dessiner, je dois enlever des formules que je trouvais bien écrites parce que c'est trop redondant. Ça dit la même chose, quoi. Mon dessin parle déjà. Mais alors, du coup, ça, tu dis, j'ai fait tout ça pourquoi alors? Enfin, c'est un peu bizarre. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et vous, Serge, comment vous constituez vos équipages? Qu'il y a plusieurs dessinateurs qui ont travaillé avec vous, mais comme j'ai dit au début, il y a aussi plusieurs scénaristes. Alors, je crois que Régis Fozel n'est pas dans la salle, mais j'aperçois l'un d'entre eux, Dieter, qui est là. Comment vous... Voilà, juste au centre. Comment vous composez cela pour arriver à une histoire commune et qui vous ressemble tous? Chaque cas est différent, hein. Chaque personne étant différente, parfois on se retrouve avec le genre de pari un peu amusé. Et si on faisait une histoire ensemble? Mais il faut trouver un sujet qui soit commun aux deux. Donc selon les affinités, la culture, la curiosité, l'amitié aussi, parce qu'on ne peut pas travailler en collaboration avec quelqu'un s'il n'y a pas de fibre de sympathie, d'empathie, d'amitié. Il y a quand même pas mal de cas dans la bande dessinée où il y a un travail un peu distant entre le scénario et le Ça dessinateur. Et ils ont arrive, peu mais de c'est moments pas, communs. pas ma tasse de thé. Voilà. J'ai travaillé donc avec Dieter, on a fait quand même quelques albums ensemble, avec Rodolphe qui est co-scénariste, avec Pascal Rêve pour L'amour de l'art, elle est partie dans ce qu'on appelle le script doctoring au cinéma, et puis avec les dessinateurs. Je considère que lorsque moi je fais un scénario, j'écris des images. Voilà. Donc je donne des informations
plongée, panoramique, contre-plongée, gros plan, etc. C'est assez détaillé parce que moi, sur mon bureau, je prends une petite feuille de papier puis j'essaye de visualiser. J'ai quand même Ça me besoin du permet de dessin. m'injecter dans l'histoire. Mais ensuite, le dessinateur ou la dessinatrice en fait ce qu'il en veut. En l'occurrence, il en fait mieux. Et oui, je te rejoins, c'est-à-dire que lorsque le scénario est terminé, une fois sur place, on se dit il y a parfois des redondances ou il manque des informations. Et le travail de collaboration, c'est pour ça que j'estime que le dessinateur ou la dessinatrice sont autant auteurs que moi. Ils ne sont pas à ma disposition. Ils sont là pour mettre une histoire en avant. Et lorsque je vois le travail qui s'effectue, parce qu'on fait souvent le storyboard ensemble, on est Storyboard, c'est une des premières oui, mises c'est un en brouillon. image et scènes. C'est un brouillon, c'est la maquette. On prend parfois 2 fois une semaine sur la table de la cuisine et lorsqu'on a terminé ça, on est comme sur un petit nuage, on flotte carrément parce qu'on a partagé non seulement un moment d'écriture, de travail, mais aussi un moment de confraternité. Parce que si on ne s'entendait pas, ça serait nul. Je ne vais pas demander à un collègue, qui soit co-scénariste ou dessinateur, à travailler sur une histoire s'il n'y croit pas. Parce que si le travail ne sera pas à la hauteur. Il peut y avoir des oppositions, mais c'est constructif. Le dessinateur ou le co-scénariste peut me dire ah là, on peut faire mieux. Si on peut faire mieux, c'est génial. Alors peut-être qu'on peut regarder une première image qui vous concerne justement, Serge, puisque c'est un peu la naissance de pardon, je suis désolé, vous du coup vous êtes un peu derrière, voilà, sur la naissance de la quête de l'oiseau du temps. Comment ce dessin a donné 40 à ce jour 42 années de compagnonnage avec cette série. Vous prenez des risques là. Je vais faire le bachelor. Alors, il y a donc plus de 40 ans de ça, j'ai participé en étudiant libre à des cours de bande dessinée à la fac de Vincennes à Paris. Et l'un des thèmes donnés par l'enseignant, c'était le temps. Comment on peut raconter le temps qui passe avec quelques images. Les exemples, c'était une bouteille qui se vide, ok, d'accord, ou l'ombre d'un objet qui se déplace, ok, on a le temps qui passe parce qu'on sait que le soleil se déplace. Moi, j'ai utilisé un subterfuge. J'ai dit, tiens, si j'utilisais un petit décor, et dans ce petit décor vient, c'est un artifice de dessinateur, une tache d'encre. Oh, un accident. En fait, c'est venu de ça, un accident. Mais cet accident fait que la tache d'encre va s'agrandir petit à petit, va se répandre comme si c'était une animation, et va devenir la nuit avec une petite réserve, 2 petites réserves qui seront les lunes. Ok, d'accord, c'est très bien, ouais, c'est joli, c'est graphique, ça fait plaisir au dessinateur, mais ça raconte rien. Voyons. On va remplacer normalement une tache d'encre, ok, d'accord, mais si on remplaçait ça par un objet qui se déplace dans le ciel, non, ce n'est pas un avion, non, ce n'est pas Superman, c'est un oiseau. Donc l'oiseau, il vole dans le ciel, ses ailes s'agrandissent à l'infini, ça devient la nuit, ses yeux forment les 2 lunes qui seront dans l'histoire, et la poussière de ses plumes forme les étoiles. Ok, d'accord, c'est bien. Ça ne fait pas une histoire. Voyons, qu'est-ce qui peut toucher un oiseau dans le ciel? Une flèche lancée par un archer. Alors, comment ça devient un peu plus intéressant? L'archer, dans une certaine mythologie japonaise, l'archer est aveugle parce qu'il voit sa cible intérieurement. On va faire que l'archer soit aveugle, il lance sa flèche, l'oiseau est éclaté, ses ailes se dispersent, etc. Très bien. On a déjà un semblant de quelque chose, c'est presque poétique, mais pourquoi il fait ça? Et puis, ok, il y a une nuit, mais il faudrait un jour. Bon, alors, l'oiseau, avant de partir, il a pondu un œuf dans lequel il y aura un oiseau du jour, qui avant de... Et ainsi de suite, oiseau du jour, oiseau de nuit. Ok, ça roule. Ça ne fait pas une histoire. Et c'est là que ça commence. Oui. Si quelqu'un s'empare de l'œuf de l'oiseau du temps, appelons-le comme ça, si quelqu'un s'empare de l'œuf de l'oiseau du temps, on va demander à quelqu'un d'aller rechercher l'oiseau du temps. Voici l'origine graphique, poétique peut-être, d'une histoire qui ensuite est animée par la collaboration avec Régis, par un imaginaire, par des personnages truculents, pauvres, etc. Et ça devient une épopée. Quelle aventure, ouais. C'était vraiment pas mal, miraculeux, ouais. Bravo. Je voudrais entendre Neyef sur quelque chose que vous avez dit, et vous Serge, et vous Zanzim, sur le fait d'éviter d'être... Alors les skies sont de l'autre côté, Serge. Éviter d'être redondant, et peut-être qu'on peut regarder une deuxième image, d'être redondant entre le texte et l'image, parce que vous offrez aussi dans votre... voilà, c'est cette rencontre entre ces 2 hommes de 2 générations différentes, vous offrez aussi des pages sans texte. Comment vous
organiser les informations, la dimension sensible qui a besoin du texte, celle qui ne peut passer que par l'image? Dans ce que j'essaie, en fait, il y a un truc qu'on appelle en storytelling, c'est show don't tell. Il vaut mieux montrer que dire. Et donc là, dans cette planche, j'essaie de montrer, de prévenir le lecteur de ce qui va arriver par la suite, par la mise en scène. Donc, par exemple, le hibou, le grand-duc, il n'est pas là par hasard. En fait, c'est un rapace qui chasse la nuit. Et je trouvais que son œil particulier, à ses exorbités très ronds, faisait écho avec le regard du vieux à la fin. Et donc, en fait, par la mise en scène, on peut comprendre ce qui va se passer par la suite, quoi. Et voilà. Et vous, Zanzim, qui voilà, venez d'abord du dessin aussi, là, quand il vous a fallu vous frotter à des scénarios, et c'est le cas hein, dans ce nouvel album, il y a plein de pages où il n'y a pas besoin de texte. Comment vous organisez l'un et l'autre? Et puis d'ailleurs, on pourrait même se dire pourquoi il y a besoin d'images, puisque votre précédent album, Podum, il se trouve qu'il a une autre vie hors de la bande dessinée. C'est devenu une comédie musicale, et peut-être, certainement un jour, ça deviendra un film musical aussi. Hein. Comment vous distribuez l'information? Qu'est-ce que l'image vient apporter ou changer au scénario? C'est Vous pas avez le trop droit quoi de ne pas dire. savoir répondre. Hein. Je sais pas, disons que, comme je disais tout à l'heure, oui, c'est vrai que des fois, il y a une économie, il faut faire une économie de texte et de dialogue pour que du coup, laisser, le lecteur s'emparer de l'histoire et quelque part qu'il soit flatté en essayant de se dire: «J'ai compris, tout seul», quoi et quand on lui dit des choses, qu'il a déjà compris, bah, ça l'agace et du coup, on s'approprie pas, la BD, quoi. Donc il faut laisser du champ pour que du coup on puisse aimer, les personnages, on puisse aimer l'histoire, voilà. Et jusqu'où la mise en dessin a pu changer le scénario? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des formules que vous avez dû retirer. Donc jusqu'où est-ce que le scénario, vous l'avez écrit en pensant à des images? Et jusqu'où, une fois qu'il a fallu mettre ça en forme, ça a bouleversé le scénario? Bah, c'est souvent aussi des fois, par exemple, le regard de ceux avec qui on travaille. Par exemple, parler de compagnes tout à l'heure ou de gens assez proches qui sont un peu sur le regard. Quand j'avais fait une BD sur, l'île aux femmes, et que je voulais faire une scène d'un homme qui se rapprochait d'une femme et c'était clairement, on savait que ça allait être un viol. Du coup, j'avais commencé à dessiner cette scène et puis à un moment, il y a ma femme qui passe derrière moi, elle dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Si, tu crois que la fille elle est jolie et c'est pour ça qu'elle est violée, c'est ça ton idée?» Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit: «En fait, je vais faire juste une ellipse du mec qui est prisonnier» et en fait, le lecteur a fait son chemin, en fait. Tu as pas besoin d'aller dans des choses, donc en fait, voilà, là, c'est une modification de scénario juste par, une petite, traduction d'image. Ah, vous me faites la transition sur un autre sujet avec Serge Tende et peut-être qu'on peut voir. Tu as fait confiance à l'intelligence du lecteur, dit-il. Parce que je voudrais qu'on regarde deux images qui concernent Serge Letendre, qui concernent un album que je n'ai pas évoqué, qui est un album. Voilà, vous redescendez. Il n'y a pas le saut cette fois-ci. Hein. L'épisode 2 est toujours différent du premier. Voilà. Non, mais il n'y a aucun souci. Ici, ça concerne un album qui s'appelle Parole d'étoile, alors qui est très particulier dans votre bibliographie, hein, puisqu'il s'agit ici de mettre en bande dessinée des paroles. Alors, c'est Jean-Pierre Guénaud, je crois, de mémoire, voilà, qui avait recueilli les paroles d'enfants juifs cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez proposé à plusieurs dessinateurs de vous rejoindre le temps d'un album. Et les deux images que je vous propose, c'est celle-ci qui est le scénario et la suivante qui est cette mise en image. Comment vous passez, vous, dans votre tête de l'un à l'autre, et notamment avec ce que vient de dire Zanzim, la question des élifs sur des sujets comme ça, on ne peut pas tout montrer. Tout à fait. Et on doit faire confiance, comme vous l'avez dit, à l'intelligence du lecteur. C'était très éprouvant. Hein, parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de témoignages qui ont été donc recueillis par un journaliste de Radio France, de France Inter, de personnes âgées maintenant et qui racontaient comment ça s'était passé pour elles lorsqu'elles étaient recueillies, parfois chez des gens tout à fait honorables et honnêtes, et ça se passait très bien, mais d'autres fois, c'était pas le bonheur. Là, en l'occurrence, c'est une dame, je crois que c'est Solange, si je me souviens bien. Elle était recueillie au cœur de la France parce qu'elle appelait des Thénardier, c'est-à-dire des gens qui tenaient une épicerie buvette. Elle devait avoir 6 ou 7 ans, je me souviens plus très bien. Et au fil et à mesure de ses confidences, elle nous révèle qu'elle a été violée par l'oncle de ces Thénardier-là. Donc c'est un témoignage qui est terrifiant,
Par la suite, elle va, devenue adulte, elle va aller les revoir pour essayer de demander des explications. Là, on lui a fait comprendre que quand même, on l'avait sauvée, qu'elle devrait être reconnaissante. Donc elle est revenue chez elle complètement abasourdie. Plus tard, l'un des enfants, l'une fille de ces Thénardier avait même l'appelé pour qu'elle fasse le nécessaire pour que ces gens-là soient reconnus comme des justes dans, par rapport à Juste la pour les Shoah. nations, qui est la Voilà. reconnaissance Donc, pour en revenir à ça, j'avais demandé au dessinateur, essayons d'éviter ce qu'on appelle le pathos, c'est-à-dire des mises en scène qui nous mettent à la place d'eux, c'est-à-dire un gros plan, un plan rapproché, une main qui se serre, etc. On va faire tout le contraire, on va faire une mise en scène géométrique, implacable, trois bandes, trois images. Là, la séquence, j'ai plus le texte en mémoire, voilà, un mince filet de sang, ensuite voilà, le texte est ça en 97, en 77, tu as démarré une analyse, tu as voulu revenir sur tes pas, comprendre ce qui s'était passé. Tu as fait 4 fois le chemin sans parvenir à affronter la mère Lulu. Je lui demandais pourquoi elle et son mari avaient laissé agir l'oncle Pierre, le fossoyeur. On peut revenir à l'image. Voilà. Et là, on peut pas montrer un viol. Il y aurait un côté voyeur que je me refusais à faire. Par contre, il faut la suggestion, comme tu disais, Zanzime, il faut laisser que le spectateur, que le lecteur comprenne ce qui se passe. J'ai juste demandé, voilà, il y a des images, le chemin de fer, c'est le chemin du retour, le chien qui aboie, une sorte de chien de la mort, un cerbère qui aboie devant l'hôtel, les pièces d'impulse, parce que le texte correspond, elle essaye de reconstituer ce qui s'était passé, la clochette de la porte qui s'ouvre sur elle, une clochette qu'elle a entendue pendant des années, et elle qui revient donc sur ses pas. Elle est là et elle demande aux deux qui sont dans l'ombre, mais pourquoi vous allez laisser faire ça? Et en diagonale, il y a juste un petit fil de sang qui va aller de s'agrandir, s'agrandir, et on comprend, en tournant la page, la goutte de sang s'écrase au sol et elle parle de ce qui s'est passé. Donc on anticipe la chose, mais on la présente. Et pour moi, quand j'ai rencontré la personne à qui c'est arrivé, elle m'a demandé comment vous avez raconté mon histoire. Je lui ai expliqué. J'ai quand même eu un sacré frisson. Et la seule chose qu'elle m'a dit, c'est vous m'avez respecté. Donc la bande dessinée, en dehors de l'illustration, l'amusement, le reportage, c'est aussi transmettre des émotions, mais en essayant d'être quand même sur un registre où on n'est pas ni voyeur, ni spectateur. On essaye de comprendre ce qui se passe. Et de toucher le sensible, de toucher l'émotion du spectateur, l'intelligence et l'émotion du spectateur. Voilà. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la quête de l'oiseau du temps et les autres participations, essayer de trouver la note sensible. Sur l'image suivante, on revient sur Zanzime, parce que là aussi, je voudrais que vous nous expliquiez les différentes étapes en quelques mots. On parlait du storyboard tout à l'heure, qui est le brouillon. Donc là, on est sur une planche de Podum, hein, vous le voyez, c'est marqué en haut à gauche. Comment on passe finalement, alors peut-être que le dessin d'avant, c'est peut-être juste des Monsieur Patate ou des Monsieur Bâton, mais comment est-ce que vous arrivez jusqu'au dessin final ? À l'origine, en fait, donc Hubert voulait que je fasse des perspectives, des non-perspectives, comme il y avait à la Renaissance, où vous n'avez pas encore trouvé l'idée du point de fuite. Et je dis, attends, t'es chier, parce que moi, j'ai passé mon temps à bosser aux Beaux-Arts pour travailler la perspective, et là, tu me demandes de faire un faux truc. Et finalement, on a opté pour l'axonométrie, donc, ou perspective cavalière. C'est un petit peu ce qu'on utilise quand on ouvre un plan Ikea et tout est bien montré. Et on s'est dit, tiens, ça peut être une manière de séquencer la planche comme ça. Donc on enlève les cases et on voit plusieurs fois les personnages apparaître dans l'image. Et on comprend bien qu'ils ne sont pas multipliés. On comprend que c'est des séquences différentes puisqu'on lit toujours de gauche à droite et de haut en bas. Et donc là, on a un croquis donc original d'Hubert. Donc là, il avait fait encore un peu de personnages, mais à la fin, il mettait plus que des lettres G pour voilà pour chaque prénom, Bianca, voilà. Et donc après cette construction-là, donc ça c'est une chance parce que d'avoir un scénariste qui fait encore un peu de croquis. Et souvent Hubert, c'était pas toujours le cas, mais
il avait une idée de cadrage qui était assez précise, donc c'était assez chouette. Et après, c'est à moi, libre à moi de le suivre ou pas, mais souvent il était assez juste, donc en fait on s'accordait comme ça. Après, donc au milieu, on voit donc mon interprétation avec mes croquis. On voit encore les lignes de construction de la perspective, avec cette idée d'enlever le toit de la maison comme une sorte de maison de poupée, pour pouvoir aller à l'intérieur des bâtiments. Et c'est des effets spéciaux qui coûtent pas très cher, du coup. En Donc plus, ouais, ça c'est l'avantage de la pas bande mal, dessinée. ouais. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est aussi naïf, vous en profitez, que le dessin permet de faire des effets spéciaux à la fois qui ne soient pas très chers et en même temps de jouer avec la perspective, de jouer avec des imaginaires. Ce que Zanzim nous parlait de la Renaissance, vous, dans votre bande dessinée, ça va plutôt être le western, le genre du western qui domine. Est-ce que c'est aussi dans la manière de cadrer, de mettre en image votre histoire, il y a ce jeu avec ses références? Et peut-être qu'on peut aller voir. Alors, du coup, je vais juste demander à Mathis de sauter les 3 premières. Voilà, on reviendra sur celle-ci, on reviendra sur celle-ci et de s'arrêter sur la suivante. Voilà. Comment vous jouez justement, vous aussi, avec les perspectives, avec les codes du western pour mettre en image votre album? C'est pas quelque chose qui est très réfléchi, à vrai dire. Moi, tout se passe à l'écriture du scénario en général. C'est là où j'ai mon film dans ma tête directement et je note mes plans. Enfin, ça se fait tout seul à l'écriture en fait. Mais la composition d'une planche, comme l'a expliqué tout à l'heure Serge Tendre, comme vient de l'expliquer Zanzim, comment ça vient? Parce que c'est très important. On sait que quand on ouvre une page, si on commence en haut à gauche, on a déjà dans le coin de l'œil ce qui va se passer tout en bas à droite de la page. Ouais, alors moi je suis pas un très bon auteur de BD là-dessus. C'est pas comme ça que je réfléchis trop. Moi, c'est vraiment mes références, c'est vraiment le cinéma au final, et je réfléchis plan par plan. Après, j'essaie de faire une scène par plan. J'essaie pas de mettre 2 scènes sur la même planche, par exemple, de couper au milieu. Donc, j'essaie quand même de séquencer comme ça un minimum, mais je réfléchis pas autant que ça ma composition de planche au final. Mais par contre, la composition de chaque Les image, plans, elle ouais. est très réfléchie parce que là, on le voit quand même, c'est Ouais. absolument magnifique. On est avec les valeurs. Là, c'est le On début du est dans voyage. du John Ford. Oui, là, c'est le début du voyage, donc tout reste à écrire. Donc, c'est pour ça que je voulais privilégier le vide et le ciel. Ouais, j'essaie d'avoir une mise en scène un peu symbolique là-dessus, autant que je peux, quoi. Et dans l'image suivante, qui est toujours la vôtre, Ouais, voilà, c'est la là, il y a un fin. jeu avec les couleurs, parce que je voudrais qu'on y vienne aussi. Après, la mise en les couleur, lumières. c'est aussi un élément narratif. Donc là, c'est le crépuscule. C'est bon, c'est la fin de l'histoire. Donc si personne l'a vu, bon, voilà, c'est la dernière Voilà, planche. Faut pas Je expliquer ce spoil, qu'il fait. voilà, je suis un troll. Et donc, ouais, le crépuscule, pour moi, c'était aussi une manière de représenter symboliquement le crépuscule de cette culture. C'est le dernier Indien des plaines, c'est la fin. Et voilà, quoi. Donc, effectivement, non, mais le poids symbolique est très Oui, ça c'est fort vraiment. chez vous. Ouais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le symbolisme du 19e siècle aussi. Donc, toutes ces références mélangent. Des fois, ça va un peu dans tous les sens, mais. Mais ça reste visible. Il vous a fallu beaucoup vous documenter, alors à la fois peut-être sur les chevaux pour savoir comment les dessiner, mais aussi sur la culture Lakota, sur ce qu'étaient les États-Unis de cette époque-là. Surtout sur la culture Lakota. Ouais. J'avais pas envie de. Parce qu'on a vraiment raconté n'importe quoi sur la culture des natifs via Hollywood, donc j'avais vraiment pas envie de manquer de respect à cette culture en plus qui me tient, pour laquelle je m'intéresse depuis que je suis petit, quoi. Donc c'était aussi un début de cette BD, quoi. C'était de partager cette culture et ce mode de vie qui me parle beaucoup, dans lequel je me reconnais plus que dans le nôtre au final, quoi. Ils ont vraiment une société beaucoup plus horizontale et non hiérarchique, et c'est une manière de leur rendre hommage. Ouais. Et comment est-ce que vous combinez cela, qui est le réel, l'histoire, avec ce qui est votre part d'imaginaire, votre envie d'auteur, qui forcément va apporter la fantaisie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas un peu de transformation de ce matériau de départ? Ouais, là, moi, ma première envie, c'était vraiment de faire un western. Juste dessiner des petits personnages au milieu des grandes plaines, le moins de modernité possible. Et ensuite, c'est, je sais pas, comme tout auteur, on va parler de soi, on va avoir forcément un point de vue sur le monde. À partir du moment où on raconte quelque chose,
on a un point de vue sur le monde, ça devient politique. Même le non-choix, au final, reste politique. Donc, tout ça s'articule de manière... c'est pas réfléchi, vraiment. Moi, c'est vraiment... c'est plus viscéral que cérébral. Ouais. Ouais. Et j'aurais, alors Mathis, je suis désolé, du coup, je te fais un peu naviguer dedans, mais revenir 4 images plus tôt pour poser la question comparable à Zanzine, donc celle juste avant, voilà. Là, évidemment, c'est pas du tout les Lakota. On est dans l'univers de la chaussure, de la mode des années 1960, qui est celle qui nourrit votre album. La question est double, c'est pourquoi cette époque-là et qu'est-ce que vous êtes allé chercher en termes de documentation, qui puisse nourrir la manière dont vous alliez raconter et dessiner l'histoire? En fait, moi, déjà, le cinéma, pour moi, c'était une source d'inspiration énorme. Je suis un enfant de la dernière séance et tout. J'ai eu la chance que tous les mardis soirs, j'avais le droit à un film, voire 2, peut-être le deuxième en cachette des fois. Mais en tout cas, ça m'a énormément nourri. Et après, j'ai découvert l'univers de Truffaut. Et voilà, j'ai toujours gardé ça en tête. Et puis, c'est un mélange de plein de choses qui vont être le point de départ d'une histoire. Voilà, c'est une sorte de petits, comme des petits fantômes qui se baladent dans la tête, de choses qu'on a vues. Et puis après, on commence à écrire l'histoire. Et donc là, on a un mélange entre de Truffaut, après l'univers du rapetissement avec l'homme qui rétrécit, tout ce qui est Gulliver, tout ça. Et puis, quand j'ai pensé à mon personnage principal, j'ai tout de suite pensé à Dustin Hoffman. J'aime bien les Comment s'appelle l'un de ces films Little Big Man. Et voilà. Voilà, grand petit homme. Et qui était aussi l'idée d'un personnage qui évoluait dans son humanité. Donc c'est quelque chose qui me plaisait. Et puis voilà. Enfin, en tout cas, c'est très important d'avoir une source comme ça à la base qui est un peu moteur pour pouvoir raconter des histoires. Mais alors vous, Serge Le Tendre, donc à part l'album que vous avez détaillé, quand vous êtes dans des mondes imaginaires, comment vous les constituez? Puisqu'évidemment, il n'y a pas d'archives du monde de Bragon à ma connaissance. Donc comment est-ce que vous les inventez pour qu'ils tiennent debout, tout simplement, qu'ils soient crédibles? Je sais pas. Chinaman, par contre, il y avait... Oui, Chinaman, c'était les Chinois qui sont venus construire les... Alors, Chinaman, c'est l'histoire d'un Chinois au moment de la ruée vers l'or dans les années 1880. Ok, d'accord. Le dessinateur Olivier Taduc est à l'origine de cette histoire parce qu'il est d'origine vietnamienne. Et puis, il adore le western et les films de kung-fu, etc. Donc, lors d'un voyage aux États-Unis, je suis allé au musée historique de l'immigration chinoise. Mais moi, je ne parle pas très bien, je ne parle pas anglais. Donc, c'est un peu approximatif. Donc, il y a des romans qui parlent de ça, il y a de la documentation. Bon, ça, c'est Charles Newman. Mais le monde de la quête de l'oiseau du temps, je ne sais pas parfois d'où viennent les idées. C'est très étonnant, ça me surprend. Je me dis, celle-là, cette idée, elle est, excusez-moi l'immodestie, je la trouve géniale. Je dis, mais d'où ça vient? C'est pas moi qui ai trouvé ça. Et du coup, j'essaie de la mettre en forme. Le travail, c'est pas le temps de trouver les idées, elles viennent par les concours de circonstances, c'est de les mettre en forme pour qu'elles soient transmissibles par le dessinateur, par le papier, l'imprimeur, le lecteur. Mais qu'elle reste quand même... qu'elle ait sa propre cohérence. Oui, il y a une idée, à un moment, j'avais trouvé une idée, comme ça, les personnages, ils vont dans un temple, au fur et à mesure qu'ils avancent jusqu'au cœur du temple, ils vieillissent. Et s'ils ne reviennent pas en arrière, ils meurent de vieillesse, alors qu'ils ont fait qu'une demi-heure de marche. Et ça m'a permis, avant la quête, de montrer le jeune Bragon aller s'aventurer jusqu'au fond. Et à ce moment-là, on retrouve le vieux chevalier Bragon de la série originelle. Du coup, il est obligé de faire marche arrière pour revenir dans l'histoire. Voilà, on aura encore tellement de choses à se raconter, mais malheureusement, on est arrivé au terme de ces 3 quarts d'heure. Donc, je ne peux que vous recommander les albums de nos invités que vous allez pouvoir retrouver dans la partie Salon du Livre pour des séances de dédicaces. Serge Le Tendre, La quête de l'oiseau du temps. Donc, 8 tomes pour Avant la quête, 4 tomes pour la quête en elle-même. Vous êtes présent sur quel stand ? Critique, librairie Critique. Merci. Neyef, OKE, qui est paru aux éditions Rue de Sèvres, c'est votre album. On va pouvoir vous retrouver également sur À côté de Serge, voilà, Critique.
Vous vous tenez chaud. Et puis Zanzim, grand petit homme, élu par aux éditions Glénat. Et je suppose qu'on va pouvoir vous retrouver chez Critique. Ben voilà, donc rendez-vous sur le stand de cette très bonne librairie de bande dessinée, d'imaginaire et de romans. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Mathis et merci à vous.